Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. L'armée burkinabé entend réorganiser ses unités de combat pour récupérer les territoires perdus ces dernières années au groupe djihadiste. Le ministère de la Défense l'a annoncé ce vendredi, de même que l'acquisition de nouveaux équipements. Au Sénégal, le Conseil constitutionnel confirme les résultats des législatives. Le parti du président Macky Sall n'a obtenu que 82 députés contre 125 en 2017, mais il gardera la majorité absolue à l'Assemblée nationale grâce à une nouvelle alliance. L'opposition se contentera pour l'heure de 82 députés. Dans Culture Hebdo, ce vendredi, nous parlerons du séjour d'Anthony Blinken qui a assisté au concert d'un groupe de jazz à Kinshasa. Et si vous n'avez jamais vu Roger Muntu et Ginny Niwa danser, restez avec nous jusqu'à la fin de ce journal. Nous suivrons leur interview avec Inosbi. Commençons par le Burkina Faso où l'armée entend réorganiser ses unités combattantes pour récupérer les territoires perdus ces dernières années au groupe djihadiste dont la violence ne cesse d'augmenter, a fait savoir ce vendredi le ministre de la Défense. Le gouvernement annonce d'ailleurs l'acquisition prochaine d'équipements militaires au profit de l'armée pour faire face à cette menace terroriste. Le ministre de la Défense a laissé entendre que les commandes sont déjà faites. Parallèlement, le gouvernement dit avoir entamé des négociations avec les terroristes pour les exhorter à déposer les armes. Il a créé des comités locaux de dialogue, mais l'État rassure qu'il ne met rien sur la table pour ces négociations. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré. 3 membres du gouvernement étaient à cette conférence de presse, les ministres de la Défense, celui de la Réconciliation nationale et le porte-parole du gouvernement. Principale information, le ministre de la Défense annonce un vaste plan d'équipement militaire pour renforcer les capacités opérationnelles de l'armée. Depuis plusieurs semaines, je dirais même des mois, au niveau du ministère de la Défense, nous travaillons sur cela. Nous avons fait un travail d'évaluation, donc sur la base d'une réflexion sur la densification du théâtre, sur la génération de nouvelles forces. Et donc nous avons un plan qui est tout à fait clair où l'ensemble des besoins capacitaires a été, j'allais dire, défini, soumis au gouvernement qui est à pied d'œuvre pour mobiliser les ressources financières pour financer ce plan d'équipement. Mais il faut dire qu'il y a depuis un certain temps, beaucoup de commandes sont déjà faites. Et donc, ils sont déjà en cours de livraison progressivement. Et nous pensons que très bientôt, l'ensemble de ces équipements seront fournis selon donc les échéances qui ont été définies dans les contrats. Et sur ce plan, il faut donc se rassurer que les capacités nécessaires aux forces seront réunies. Il n'y a pas de doute là-dessus, parce que comme je l'ai dit, moi-même j'ai fait des missions il n'y a pas très longtemps qui ont été très concluantes avec certains partenaires et je pense que bientôt vous verrez arriver donc ces nouveaux équipements. De son côté, le ministre de la Réconciliation nationale a fait savoir que des discussions sont en cours avec de présumés terroristes. Certains ont d'ailleurs commencé à déposer les armes, mais le ministre assure qu'il n'y a aucune contrepartie dans ces négociations. Comme on vous l'a annoncé au départ, nous ne sommes pas en train de négocier pour dire voilà ce que nous donnons, voilà ce que nous recevons, voilà ce que nous cédons. Nous demandons à des jeunes qui se sont engagés dans un cycle de violence et qui sont assez souvent dans l'impasse aujourd'hui, de revenir, de retrouver la paix et de travailler à retrouver un avenir plus serein pour eux-mêmes. Donc il n'y a pas à déposer quelque chose sur la table. Nous ne négocions pas de façon particulière pour dire donnez ceci et en contrepartie de ce que vous donnez, vous recevez telle ou telle chose. Nous leur offrons la paix et un avenir beaucoup plus assuré que celui dans lequel ils s'étaient engagés. Le gouvernement a aussi annoncé l'organisation prochaine d'un forum national de la réconciliation. Le ministre de la Défense a demandé le soutien de tous les Burkinabés à rester mobilisés et à faire confiance à l'armée pour faire face à cette insécurité.
Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. L'Allemagne a annoncé ce vendredi suspendre jusqu'à nouvel ordre la majeure partie de ses opérations militaires au Mali dans le cadre de la MINUSMA. L'Allemagne dénonce un nouveau refus de survol par les autorités maliennes. Ce refus de survol est intervenu malgré des assurances contraires de la part du ministre malien de la Défense, Sadio Camara, lors d'un entretien téléphonique jeudi avec son homologue allemande, a ajouté un porte-parole du ministère allemand de la Défense. La décision allemande intervient alors que le Mali, qui a poussé vers la sortie le vieil allié français et a relancé la coopération avec Moscou, fait depuis quelques semaines face à une résurgence d'attaques du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Au Mali, justement, et face à la recrudescence des violences et attaques terroristes, donc la région de Mopti, l'une des plus affectées, tente de résister, de ne pas céder à la psychose et à la peur, malgré une situation économique et sécuritaire des plus compliquées. C'est un reportage à Mopti de Mohamed Danyouko. Ville cosmopolite, Mopti, appelée la Venise, est le lieu de rencontre de plusieurs communautés qui ont vécu en parfaite harmonie jusqu'à la survenue de la crise. Si la ville tente de faire bonne figure, rejoindre les différents cercles de la région n'est pas sans danger. Donc la circulation dans le centre du Mali, plus précisément à Mopti, vraiment ça ne va pas. Parce que sur les routes, il met des agents explosifs. Donc à chaque fois, si tu veux voyager d'autres, donc tu mettras en tête qu'il y a des problèmes. Avec certains voyages même, tu refuses d'aller car il y a tellement de problèmes dans les routes. Il y a des attaques, il met des agents explosifs et d'autres. Sirali Konna, à partir de Mopti, relève du parcours du combattant. Les populations de Badiangara, plus particulièrement les femmes, rencontrent d'énormes difficultés malgré leurs efforts pour ramener la cohésion. On a beaucoup de difficultés pour voyager, pour organiser des événements et pour sensibiliser les jeunes. On a tellement de difficultés dans notre communauté. Nous, on fait des réunions, des formations, on forme des jeunes pour les sensibiliser. C'est la cohésion sociale. Comment lutter contre le terrorisme dans une ville de rencontre entre le nord et le sud constitue pour les autorités un goulot d'étranglement. C'est vrai que c'est difficile, mais la population tient. Et la vigilance, surtout la vigilance, je pense que tout le monde est vigilant et tout le monde est méfiant en même temps. Ce qui rend les choses difficiles ici, tout le monde est tout le monde. On ne peut pas savoir qui est qui et qui est capable de quoi. En ce 12 août 2022, journée internationale de la jeunesse, les jeunes de la région multiplient les initiatives pour faciliter le vivre ensemble. La jeunesse de la région de Mopti veut aussi magnifier à travers certaines activités de paix et de cohésion sociale. Vous savez, la région de Mopti a traversé une crise multidimensionnelle et elle continue de traverser. Je pense que c'est l'initiative des jeunes qui pourront vraiment amener la paix et cette cohésion sociale. Aujourd'hui, le 12 août, nous amusons d'organiser une conférence débat à l'endroit des jeunes de la région de Mopti dont le thème majeur c'est la construction du nouveau Mali, le rôle et la place de la jeunesse dans la refondation. Rassembler les communautés autour d'un idéal commun, celui du développement de la ville et du retour de la paix, semble être le leitmotiv des populations de la région de Mopti. Mohamed Danyouko pour VOA Afrique. Politique maintenant au Sénégal, le Conseil constitutionnel a publié les résultats officiels des législatives, confirmant ainsi une composition inédite du Parlement. Ibou Sané, professeur titulaire de sociologie politique, et Mamadou Dior, journaliste et analyste politique, livrent leur point de vue sur le vote des Sénégalais et la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale sénégalaise. Leurs analyses avec notre correspondant à Dakar, Sedina Abagé. Les images sont de Saliou Démé.
Le vote des Sénégalais lors des législatives du 31 juillet est un signal fort après celui de 2000 qui marquait la première alternance démocratique du Sénégal. 22 ans plus tard, les électeurs s'attaquent au pouvoir législatif. Et c'est un autre vote inédit. Et ça, c'est de bon augure pour notre démocratie. Parce que ce qui va se passer, c'est que aujourd'hui, même les députés qui appartiennent à la mouvance présidentielle vont devoir s'affirmer face à une opposition qui ne va pas leur faire de cadeaux. Et il faut s'attendre à ce que réellement qu'on s'achemine vers ce que les Américains appellent le checks and balances, c'est-à-dire les trois pouvoirs réellement se surveillent. Pour certains observateurs de la scène politique sénégalaise, ce vote est une façon pour le peuple de mettre la pression sur les politiques et leur rappeler qu'ils doivent prendre en charge la demande sociale. Le peuple ayant constaté que le pouvoir en place s'était un peu écarté, eh bien, le peuple l'a rappelé à l'ordre en votant pour les listes qui, à ses yeux, lui paraissaient être des acteurs qui peuvent, à la longue, prendre en charge leurs préoccupations. Cette 14e législature sera-t-elle la meilleure de l'histoire du Sénégal, comme le promettent certains acteurs politiques? Ça va être une assemblée de bruit. Il y aura beaucoup de bruit, mais il n'y aura rien. Je l'avais dit au départ, ce sont les jeunes ambitieux aux dents trop longues qui vont arriver à l'Assemblée nationale. Et ils ont fait croire aux populations qu'ils sont capables de créer les conditions de mutation. C'est à l'épreuve des faits qu'on va voir ce que cette Assemblée, le rôle que cette Assemblée va jouer. Parce qu'il peut arriver que même les députés de la mouvance votent avec les opposants, si c'est dans l'intérêt des populations. Parce que je dis que les électeurs ont envoyé un message, un signal fort au pouvoir et à l'opposition, à dire nous ne voudrons plus d'acteurs politiques à l'Assemblée qui ne sont là que pour le décor. Nous voudrons que les parlementaires jouent leur vrai rôle. Même si la posture des députés sera déterminée par le temps, les analystes politiques sont d'avis que les résultats des législatives traduisent une volonté populaire de changement. Seydina Bagay pour VOA Afrique, Dakar. Politique encore, mais cette fois au Kenya, les chaînes de télévision ont cessé de diffuser leur décompte évolutif de résultats sans fournir d'explications pour cet arrêt impromptu relativement donc à la présidentielle. Elles avaient pourtant commencé dès le lendemain du scrutin à fournir en direct des résultats partiels, fluctuants et parfois contradictoires basés sur leur propre décompte. Ceci semblait conforter le scénario d'un duel serré entre deux des 4 candidats à la présidentielle. Raila Odinga, qui a reçu le soutien du président Kenyatta pour l'élection, et le vice-président sortant William Ruto. La commission électorale indépendante a appelé les Kenyans à la patience. Elle doit d'ici le 16 août annoncer les résultats définitifs de cette élection présidentielle. Environ 3000 cas de variole du singe ont été signalés dans 11 pays africains cette année, dont 104 décès depuis mai. Près de 90 pays ont signalé plus de 31 000 cas. Mais l'Afrique ne dispose toujours pas d'une seule dose de vaccin contre cette maladie, malgré ses 1,3 milliard d'habitants. C'est ce qu'indique le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. Mais des discussions sont en cours avec au moins 2 partenaires, souligne Ahmed Ogwel. Il est directeur par intérim de cette institution que je vous propose de suivre. Pour la variole du singe, au 10 août 2022, nous avions documenté 31 800 cas à travers 89 pays dans le monde. Et lorsque nous regardons le continent africain, nous voyons que, cumulativement, depuis le début de cette année, nous avons documenté 2 947 cas dans 11 pays africains, avec un taux de létalité de 3,5% ayant fait 104 décès au cours de cette période. To date, there are no
À ce jour, nous n'avons pas reçu de vaccin en Afrique contre la variole du singe, bien que nous continuions à échanger avec les institutions pertinentes et nos partenaires à travers le monde pour essayer d'obtenir des vaccins contre la variole du singe ici sur le continent. Et ici aux États-Unis, les fonds de secours de la pandémie de Covid-19 ont permis de subventionner un grand nombre d'écoles des grandes villes américaines avec un petit nombre d'élèves. Lorsque ces ressources seront épuisées dans quelques années avec la pression financière, les responsables seront confrontés à un choix difficile pour maintenir ces écoles ouvertes. Les détails avec Thierry Kaoré. Selon une analyse de Chalkbeat et de l'Associated Press, plus d'une école primaire sur 5 à New York comptait plus de 300 élèves l'année dernière. À Los Angeles, ce chiffre était supérieur à 1 sur 4. Une baisse des inscriptions due à la pandémie de Covid-19. L'école d'excellence Chalmers de Chicago a perdu près d'un tiers de ses effectifs pendant la pandémie, tombant à 215 élèves. Le directeur craint pour son établissement. Lorsque vous perdez des élèves, vous perdez des ressources. Et lorsque vous perdez des ressources, cela a un impact sur votre capacité à servir les enfants, surtout les enfants qui ont des besoins très particuliers. Le nombre de petites écoles augmente dans de nombreuses villes américaines à mesure que les inscriptions dans les écoles publiques diminuent. La plupart de ces écoles n'étaient pas conçues à l'origine pour être petites et les éducateurs craignent des budgets plus serrés dans les années à venir. Et les écoles qui font face aux défis d'inscription les plus importants sont souvent les écoles qui font face aux plus grandes difficultés en termes de commodité. De nombreux districts comme Chicago donnent de l'argent aux écoles pour chaque élève. Cela signifie que les petites écoles ont parfois du mal à payer les dépenses fixes. Les très petites écoles offrent ainsi moins de programmes sportifs et artistiques. Et ce sont des écoles de quartier qui desservent des communautés où il y a eu moins d'investissement ou un manque d'accès au financement. Avec la rentrée scolaire qui s'annonce bientôt, le gouvernement américain devrait examiner le financement de son système éducatif pour éviter la fermeture de ces écoles à petit budget. Et toujours ici aux États-Unis, la justice américaine pourrait rendre public des documents judiciaires pour éclairer l'opinion sur les raisons de la perquisition sans précédent menée en début de semaine au domicile de l'ancien président Donald Trump. Le ministre américain de la Justice, Merrick Garland, affirme avoir personnellement approuvé les fouilles du FBI lundi chez l'ancien président en Floride. Ce raid provoque la colère du camp républicain, mais lors d'une conférence de presse, Merrick Garland a évoqué des circonstances de l'opération et l'intérêt public substantiel dans cette affaire. Il a dénoncé des attaques infondées des républicains contre le ministère de la Justice et le FBI. Suivant. Permettez-moi d'aborder les récentes attaques infondées contre le professionnalisme des agents et des procureurs du FBI et du ministère de la Justice. Je ne resterai pas silencieux lorsque leur intégrité sera injustement attaquée. Les hommes et les femmes du FBI et du ministère de la Justice sont des fonctionnaires dévoués et patriotes. Le ministère ne prend pas une telle décision à la légère. Dans la mesure du possible, la pratique courante consiste à rechercher des moyens moins intrusifs comme alternative à une perquisition et à limiter la portée de toute perquisition entreprise. Autre actualité ici, le Britannique Salman Rushdie, auteur de l'ouvrage controversé « Les versets sataniques », a été attaqué vendredi sur scène lors d'une conférence dans l'ouest de l'État de New York, selon plusieurs médias américains. Des images vidéo diffusées sur les réseaux sociaux montrent des spectateurs d'une salle de spectacle se précipiter sur scène pour porter secours à quelqu'un qu'on aperçoit au sol. Son ouvrage avait provoqué une série de manifestations dans des pays musulmans et avait conduit en 1989 à une fatwa de l'ayatollah Khomeini d'Iran. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington DC sur VOA Afrique. N'allez nulle part ailleurs. L'information vous revient dans un instant. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer.
Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Vous suivez Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie. Nous émettons en direct de Washington, D.C. Intéressons-nous un tout petit peu aux enfants de Port-au-Prince en Haïti qui subissent les conséquences de la guerre des gangs. À l'école Saint-Louis de Gonzague, transformée en refuge, plus de 300 enfants haïtiens tentent d'oublier au moins un temps la violence qui les a contraints à fuir leur domicile. C'est un élément dans le récit de Jean-Roger Billon. Séparés temporairement de leurs parents, ils tuent le temps en se reposant sur les fins matelas de la mousse installée à même le sol bétonné de cet établissement de la capitale, Port-au-Prince, entre deux activités organisées par des moniteurs. Il y a près de 3 semaines, la commune de Cité-Soleil, où ces jeunes vivaient dans la banlieue de Port-au-Prince, s'est transformée en champ de bataille entre bandes rivales. Diola Dubrevillé, ses 4 enfants ont trouvé refuge à l'école Saint-Louis de Gonzague. Cette femme à la frêle silhouette et aux traits tirés a dû fuir en urgence. J'habite Cité-Soleil, Soleil 19. J'habite à Cité-Soleil, Soleil 19. Le dimanche 17 juillet, une guerre est déclenchée à Cité-Soleil. Il y a eu des tirs nourris, des morts partout, des blessés par balles, des maisons incendiées. Des projectiles tombaient dans l'enceinte de ma maison. J'ai vu mourir des gens, j'ai failli perdre un enfant à cause du gaz. Mon mari a été torturé. L'immense majorité des enfants secourus ont perdu leur maison, brûlés par des membres des gangs, selon Sœur Paesi, directrice de l'organisation Kizoto, responsable de leur hébergement dans cette école tenue par des frères catholiques. Les enfants qui sont ici maintenant à Saint-Louis de Gonzague et dans les autres sites, ce sont des enfants qui étaient dans mes écoles de Cité-Soleil et qui se sont enfuis à cause des violences entre les gangs dans la cité. Je dormais dans la rue. Ma maison et toutes mes affaires ont été décimées par le feu. On m'a fait don de vêtements pour que je puisse me vêtir. J'ai beaucoup de problèmes. Je n'ai plus de maison. Si je ne suis plus ici, je n'ai plus de toit. Si on ne trouve pas quelque part où habiter, j'irai dormir dans une église. Il n'y a pas que moi dans cette situation. Elle est commune à tous ceux qui ont fui. Les agences humanitaires ont apporté leur aide. Le programme alimentaire mondial a notamment fourni plus de 10 000 repas chauds sur l'ensemble des sites où sont installés les mineurs isolés. Si elles savourent ce répit, les familles savent que l'accueil n'est que temporaire. La rentrée scolaire approchant, elles devront quitter leur refuge dans quelques semaines. C'est vendredi et c'est l'heure de Culture Hebdo, un rendez-vous hebdomadaire avec Roger Muntu, un gars toujours frais, je disais tout à l'heure. Bonsoir Roger. Bonsoir John. Lors de son séjour à Kinshasa, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a assisté à un concert de jazz avec un groupe de jazz de Kinshasa. Une très bonne chose en tout cas. Effectivement, John, il était accompagné par Mutombo Dikembe, ancien basketteur de la NBA d'origine congolaise. Le diplomate américain a encouragé les artistes musiciens congolais pour leur travail de porter la culture congolaise à travers la musique au-delà des frontières africaines. Suivons ce petit extrait signé Onassis Mutombo. Notre ami est ici ce soir et on pourrait être à New York, on pourrait être à Kinshasa, on pourrait être à Paris, n'importe où, on a tous le même lien et je voulais vous remercier parce que tout ce que vous apportez à la culture, non seulement ici, à l'ECDH, à travers le monde, ça a un impact. Un impact qui nous relie même à travers toutes les difficultés que nous avons en ce moment. C'est la musique qui fait la différence.
C'était un grand plaisir pour moi de vous retrouver ici. Ça fait longtemps que je suis dans la capitale, je viens d'arriver depuis hier. Mais d'être invité ici, d'être à côté du secrétaire d'État américain, et c'est Anthony Blinken, c'était vraiment un grand plaisir. Parce que je ne m'attendais pas qu'on allait accepter mon invitation de venir ici. Et que quand j'ai appris que j'aurais la chance de venir voir ici, j'étais très content. Même nous habitons dans le même pays, on ne se voit pas. Monsieur le secrétaire... On va changer ça. Ce concert privé John, a connu la participation d'un public select, notamment le ministre de la Communication et Médias congolais, Patrick Mouyaya. Et on va changer ça, Roger, en français limpide. Cette semaine, vous avez aussi reçu l'artiste Inos B, ici même. Ici même aux États-Unis. Le Molodoy Leader séjourne au pays de l'oncle Sam pour la promotion de son album Mortel 6. Inos B et Tigre était dans nos studios de VO Afrique pour nous en parler. Suivons un petit bout. C'est qui le champion? Inos le champion. Inos, en exclusivité, a fait de la moto aux États-Unis. Inos, tes impressions? Je suis choqué. C'est pour ma première fois et je suis content en tout cas d'apprendre ça pour la première fois ici. Et comme c'est la culture américaine, voilà, et comme on dit, toute première fois est compliquée. Je suis tombé et je suis fier. Voilà. Et tu dis merci à qui? Merci au coach Roger Montou lui-même. The one and only. The one and only. Non, mais d'abord, moi, Ginny, je félicite Inos d'abord pour son fair play. Ça, c'est la première des choses d'abord. C'est vraiment merci à Inos d'avoir accepté de faire ce challenge qu'il n'a jamais fait. Et il m'a dit ça, il nous a dit qu'il avait peur parce qu'il n'a jamais fait, mais il a pris ce courage de le faire avec tous les amis qui ont emmené leur moto ici. On a vu ce qu'il a pu faire d'abord avant de tomber, parce que lui-même, il veut se rabaisser comme s'il est tombé d'abord avant. Non, il a d'abord roulé à moto et puis il est tombé. Ça, c'est normal. On dit toujours tous ceux-là qui roulent à moto, si tu n'es jamais tombé, tu n'es pas un motard. L'intégralité, John, de cette interview sur notre site voafrique.com. En tout cas, merci John. On doit commencer, je dois vous dire déjà au revoir, c'est ça ou je reste encore? Oui, vous restez avec nous. Voilà. Inos est tombé, mais c'est relevé. Exactement. Et si vous n'avez jamais vu Roger Montou ou Ginny Niwa danser, on l'a annoncé en titre à nos téléspectateurs. Et donc, pendant son passage dans nos murs ici, il a donné quelques coups de danse, j'ai envie de dire. Hein. On va regarder ça tout de suite. And then you go like this. Ok, on recommence. La même chose. Ah non, regarde. Ouais. Ah ouais, on continue à danser bien sûr. Et on vous dit merci, vous qui nous captez partout. Merci à toute l'équipe. Merci à nos télépartenaires. C'était Inos B avec nous. On s'est dit comme d'habitude, rendez-vous la semaine prochaine. Voilà, Roger a tout dit. On s'est dit rendez-vous la semaine prochaine. Bon week-end. Bon week-end. Aïe, aïe, aïe.